l'accélération, elle est là, la victoire d'Esteban Ocon aujourd'hui. Il a été énorme, Julien Alaphilippe, c'est bon, c'est gagné. C'est gagné, un Français en jaune. Allez là-bas, petit couche sur un planche, forcément. On est célébré le 23h minuit, c'est l'heure du Campus Sport Club. Bonsoir à tous, bonsoir auditeurs, auditrices du Campus Sport Club. Vous êtes bien sur Radio Campus Lille 106,6 FM. On se retrouve pour une nouvelle heure à parler sport sur les ondes donc, de Radio Campus. Et ce soir, je suis pour l'instant bien seul, il faut l'avouer. Je suis uniquement accompagné de Sophie. Est-ce que ça va ? Bonsoir, moi ça va nickel, je me sens un peu seul aussi autour de cette table. Tu te sens un peu seul ? On est que deux quoi. Ouais, c'est un peu... Pour l'instant, c'est un peu triste. Mais c'est pas très grave. On va parler ce soir, donc, une heure sport, comme d'habitude, comme tous les mardis soirs de 23h à minuit, pétante. Ah, tiens, un peu de monde qui arrive finalement. Ah, des nouveaux qui arrivent. On va les laisser tranquillement s'installer. Sinon, nous, donc, je vous le disais juste avant, on va parler donc à nouveau sport avec ce soir au programme donc, les résultats pour commencer, suivi d'une petite pause musicale et des news qui nous ont été préparées par Pablo, une petite sélection. On retrouvera ensuite pour un petit jeu, un petit moment détente. Et enfin, on finira l'émission avec les immanquables. Et ce soir, on parlera, vous l'aurez deviné déjà au préalable via le quiz, mais on va parler Ligue des Champions. Et donc, je vais enfin pouvoir m'adresser aux deux petites arrivées, deux petits nouveaux. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Salut Adrien. Vous aurez reconnu ceux qui savent Pavel et Pablo. Est-ce que ça va ? Oui, quand tu pourras être dans le métro, parce qu'il vient pas, oui, mais ça va. C'est sport, hein, C'est sport, hein, de sport, vivre à Lille. Hein. C'est Campus Sport Club, c'est... Voilà. Ça tombe bien. Ben, moi, je vous propose qu'on se lance un petit jingle résultat. Et puis, Pavel, si t'es prêt... Allez, on va commencer par les résultats ce soir. Et tout de suite, retrouvez les résultats sportifs de la semaine. Je m'y fais pas des fois, j'oublie d'allumer un petit bouton. Pavel, ce soir donc une petite sélection de résultats des 7 derniers jours. On commence par quoi donc ? J'ai envie pour une fois qu'on commence pas par du foot. J'ai envie qu'on commence par du tennis. Parce que je crois que vous avez suivi l'actualité. Ça a notamment fait la une de l'équipe. Et c'est cette victoire complètement improbable de Gaël Monfils. On va pas faire des applaudissements, il est 23h, mais on n'en pense pas moins. 3e tour de ce Masters 1000 à Indian Wells. C'est un des deux, hein, on le sait, de la tournée américaine. Et en fait, il s'est payé le scalp de notre ami Daniil Medvedev, le plus français des Russes. 4-6, 6-3, 6-1. Il est tout simplement numéro 1 mondial. Ça faisait depuis 2009 que Gaël n'avait pas battu un Français, un numéro mondial, pardon, pas un Français. C'est Rafael Nadal, à l'époque. Oui, on se rappelle de l'hégémonie des trois, elle semble bien loin. Et donc, il bat un numéro mondial qui ne sera plus numéro mondial, puisque Novak Djokovic va reprendre sa place. Il fallait que Daniil Medvedev fasse un résultat bien plus conséquent pour conserver sa place. Et son entraîneur, à Gaël Monfils, disait, Günter Breisnig, le célèbre pour les puristes, personne ne peut imaginer à quel point il travaille dur, en parlant évidemment de son poulain, Gaël Monfils. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on doit en penser de cette performance un petit peu trompeuse ou Non, moi je tenais justement à dire que c'était pas si logique que ça, déjà au vu de ce qu'il a fait depuis janvier et puis à l'Open d'Australie. Il est quand même quart de finaliste et on l'attendait pas avec son âge, ses problèmes physiques déjà à ce niveau-là. Et je trouve que cette performance n'est pas illogique du tout. Après, est-ce que Medvedev n'était pas dedans ? On a même vu un Gaël se permettre des coups, ma foi, osés, avec un petit service à la cuillère. Mais au final, non, on voit aussi que la Monf est en pleine conf, donc tout va bien. Et puis Medvedev n'est pas aussi en forme qu'il a pu l'être par le passé. Je le trouve un peu plus en dedans récemment. Et du coup, c'est vrai que j'attendais pas mal ce match et j'étais agréablement surpris par Gaël. Ouais. Et puis Medvedev, en fait, aussi, qui doit essuyer cette défaite en finale donc de ce même Open d'Australie. Et cette place de numéro 1 mondial un peu pris sans... Oui, par défaut, quoi. Ouais, sans parce que les points de la Covid ont été dégelés, c'est le dégel, et que Novak Djokovic, il a perdu 2 Open d'Australie quand même.
Donc, qu'il avait gagné, et je crois les deux ou un des deux, il avait fait une perf sur l'autre. Donc, t'imagines, tu perds 2000 plus 1000, tu vas être 3000 points perdus facilement. Oui. Donc là, t'es sur une. Et Indian Wells, il avait participé l'an dernier à Indian Wells. Oui. donc Alors là là, aussi, il participe pas, mais oui. Il sera à Miami normalement. Enfin, en tout cas. On l'a vu dans la liste, donc on verra. Il y avait toujours une interdiction du territoire américain. Donc, mais c'est ça qui est compliqué, c'est que le pauvre, avec ses vaccins, il s'en est pas sorti. Il s'en est mis des belles dans les barrières, hein. dans les jambes, des barrières. Donc c'est assez compliqué. On verra ce que ça donne. En attendant, il faut quand même rappeler que les autres Français à Indian Wells, c'est le désert, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. C'est assez étonnant. Alizé Cornet qui a récupéré statut de tête de série 1, puisqu'en fait la tête de série 1 a déclaré forfait, et elle est 33e, et il y a 32 têtes de série. La 33e est remise directement en tête de série 1. On avait beau lui avoir donné un statut d'exempté du premier tour, et ben elle a quand même réussi à perdre au deuxième face à une lucky loseuse. Bon. Le lucky loseuse qui n'a eu à jouer qu'un set. Oui. Son adversaire, c'était la chinoise. Oui, voilà. Zhang, je crois qu'il avait déclaré. Mais... Donc, mais ça reste étonnant pour une fille qui sort, Alizé Cornet, d'une demi-finale à l'Open d'Australie, ou un quart. Si je dis pas de bêtises. Et puis après, derrière, Humbert, Paire, tout le monde s'est pris le mur. Donc c'est vrai que Gaël Monfils, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. On verra ce que ça donne dans la suite de ce parcours. Il rejoue d'ailleurs normalement cette nuit horaire américain. Un petit peu de rugby. Ah oui, quand même. La passe de 4 pour les Français. Victoire contre les Pays de Galles. 13-9. Victoire très accrochée. On n'a pas forcément... Enfin, c'est pas qu'on n'a pas l'habitude dans le rugby, mais c'est pas des scores fleuves comme on peut d'ailleurs en voir dans d'autres matchs. C'était pas très... On va dire que c'était assez accroché. Peut-être que vous aurez une analyse à nous livrer là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que la France est donc toujours en tête du tournoi. Et que donc, elle est à un match du Grand Chelem, un seul match de réaliser la performance ultime, la performance sacrée. Il faut qu'elle batte l'Angleterre pour ça. Donc dans un crunch, le crunch qu'on aime tant. Alors est-ce qu'il a perdu de sa saveur, je sais pas. Hein. Si t'as laissé le paquet de céréales une semaine au fond du tiroir, c'est sûr que oui, mais maintenant on verra bien. D'autres résultats peut-être avant de parler des scénarios pour la France. Ou comme vous voulez rebondir peut-être maintenant. Alors la France, qu'est-ce qu'on doit en penser, le Grand Chelem Moi déjà, je voulais souligner une chose, c'est que tu parles d'un score qui n'est pas fleuve, et France Télévisions le répète bien assez souvent que sous l'ère Galtier, on parle de 29 à 30 points de moyenne pour les Français, donc c'est sûr que là c'était un petit creux, mais 13. Ils nous ont montré que au niveau de la défense, on a une défense quand même royale. C'est ça. Ça fait plaisir aussi à savoir. On compense dans d'autres domaines, évidemment. Enfin, après, c'est pas une compensation finalement, puisque l'attaque nous a aussi montré dans ce tournoi que, on était capable d'inscrire des essais et capable de marquer des points. Alors, qu'est-ce que peut-être rappeler juste peut-être les autres résultats. 33-22, l'Écosse contre l'Italie. L'Italie qui, on la raille souvent dans cette émission, mais c'est une équipe qui peut-être prouve encore sa place. Et puis 32-15, Irlande-Angleterre, donc l'Irlande qui bat l'Angleterre, l'Irlande qu'on avait donc battue également. On jouera donc l'Angleterre. Avant peut-être de rebondir là-dessus, la France elle est sacrée si, parce qu'il y a toujours les si. Mais il a les causes. Si elle bat l'Angleterre, voilà, forcément, Grand Chelem, rien à reprocher. Si la France fait match nul, mais que l'Irlande ne bat pas l'Écosse, peu probable. Et après, il y a d'autres scénarios où l'Angleterre gagnerait, mais l'Irlande, il y aurait des bonus défensifs et des bonus offensifs qui seraient pas pris. Bref, là, la mission, c'est clairement la victoire. C'est gagné, ouais. On peut faire toutes les thèses que la victoire est quand même ce qu'on veut. Et les Écossais qui ne joueront pas à Murrayfield. Donc, c'est d'autant plus compliqué pour eux d'accrocher les Irlandais. C'est-à-dire que là, franchement, la France, faut le dire, n'a pas le droit à l'erreur. Non. Ça me semble évident qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Elle a attendu. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on en pense de cette équipe de France ? Parce qu'on en parle souvent quand même, forcément, vu qu'il y a des résultats, vu que là on est en plein tournoi destination. Qu'est-ce qu'on dit de cette équipe de France ? Vous parlez d'une défense très solide, puisque le score était assez resserré. Sophie, peut-être Qu'est-ce qu'on en pense ? Franchement, pour le moment, elle ne déçoit pas. Elle est quand même, oui, c'est ça, elle est une équipe soudée, une défense solide. C'est vrai que je l'attendais moins sur la défense. Pour moi, je misais un peu tout sur l'attaque. Ça m'a assez étonné comme match, que ce soit vraiment un match défensif, mais ça restait beau à voir.
Et donc c'est une équipe, elle peut nous faire rêver pour les mondiaux en 2023. Quoi. Alors, La presse internationale la glorifie, la tarie d'éloges et la voit comme la nation favorite à la maison. À la maison. Et on avait déjà eu des éloges, tu parlais d'éloges, Antoine Dupont, qui avait été élu meilleur joueur du monde quand même, qui avait déjà lui reçu des éloges. Est-ce que vous n'avez pas peur justement que cette équipe de France elle soit prête trop tôt ? Oui, t'as toujours ce risque-là dans chaque sport, dans chaque compétition, d'être prêt un petit peu trop tôt, et c'est souvent le cas. On voit souvent que les équipes qu'on annonce comme favorites 1 ou 2 ans avant le début de la compète finissent par se viander parce que tu prends pas tout en compte, ou alors t'es prêt trop tôt et l'adversité que tu rencontres n'est pas la même. Je pense quand même si j'aime jamais qu'on soit les favoris, je pense quand même que tu as un socle qui est très solide et qui te permet d'être suffisamment confiant pour aborder et pour avoir un vrai objectif dans cette compète. Et même s'il faut pas évidemment se voir trop beau ou quoi, je pense quand même que ces 5 premières victoires dans le tournoi de destination montrent qu'on est là et qu'on a quand même une équipe très très solide. 4, 5. Oui, bah oui. 5 si j'anticipe pour la prochaine émission. C'est bien. J'anticipe. Il y a peut-être la seule peur pour finir sur le rugby, que la Nouvelle-Zélande se réveille, que la Nouvelle-Zélande redevienne ce qu'elle était avant. Est-ce que c'est la seule nation qu'on doit craindre, les autres Non, moi, il y a toujours l'Afrique du Sud qui me pose toujours plus de problèmes. Mais on verra. On est encore loin. On a le temps. On est encore loin, on est si proche. C'est à la maison, mais il n'y a déjà plus de place, vous imaginez ? Et en même temps, tu vois bien l'euphorie qu'a recréé ce 15 de France aussi, ça amène... Et imagine, on avait fait la billetterie maintenant, parce qu'elle a été faite il y a longtemps encore, la billetterie. Oui. Elle a été faite il y a quelques mois, et là, si tu avais fait maintenant... Il n'y avait aucune chance qu'il dépasse, c'est pas possible autrement. Oui, de toute façon... Voilà. Enchaînons, vas-y. Enchaînons. Un peu de foot quand même. Attendez, il y a des gens autour de la table, ils vont râler après. 28e journée de Ligue 1. Bon, alors comme un symbole, j'ai envie peut-être de commencer par le match d'après. Le fameux match d'après du PSG. C'est le fameux match, comme disait un ami supporter. Il me dit, le PSG le remporte à chaque fois, c'est vrai, mais elle perd, cette équipe, la compétition prestigieuse qu'est la Ligue des Champions. Elle bat 3-0 Bordeaux. C'est pas un match dont on retiendra grand-chose. Les supporters ont sifflé. Neymar et Messi crient d'ailleurs au scandale. Peut-être rebondir rapidement dessus. Est-ce que vous pensez que le traitement médiatique de Lionel Messi, il est comment, indigne, odieux, c'est les mots que j'ai pu entendre, puisque son entourage a l'air de pester. Il y a même Neymar qui dit qu'il veut partir. Qu'est-ce qu'on répond ? C'est un peu des délires de stars, ou est-ce que c'est vraiment avéré qu'il y a un Messi bashing, que Messi se fait siffler par les supporters ? C'est pas normal. On va même aller plus loin. Est-ce que la France ne mérite pas Messi ? Enfin, c'est juste un débat. On pose la question. On pousse pas le bouchon trop loin. On pousse pas. C'est ce qu'on entend, Adrien, tu vois. Bah alors moi je trouve pas justement. Enfin, je trouve que le traitement médiatique de Messi, alors sur les premiers mois, a été très très sévère pour le coup. Alors que c'est un joueur extraordinaire évidemment, mais qui a besoin de s'adapter à tout. Et pour le coup, je trouve qu'ensuite on l'a petit à petit un peu laissé de côté parce que Mbappé prenait toute la lumière et évidemment méritait toutes les éloges qu'on lui tarissait. Et finalement, je trouve que le traitement médiatique le plus injuste, c'est celui qui a été fait aux ultras du PSG et aux supporters du PSG suite à cette défaite et aux sifflets qui ont pu retentir dans le stade. Parce que quand je vois l'édito de Vincent Duluc, par exemple, dans l'équipe juste après le match, quand je vois les réactions de Cesc Fabregas, par exemple, ou de la presse internationale, on a très vite pointé du doigt ces supporters, comme si, les supporters, ils sont bien gentils à nous acclamer quand on gagne. Par contre, qu'ils viennent pas trop nous faire chier quand on perd et que ils humilient une fois de plus le Paris Saint-Germain est une fois de plus humilié en Ligue des Champions. Et ça commence à faire énormément pour une même équipe, pour une même direction, et évidemment pour des supporters qui en ont plus que marre, et logiquement. On a l'impression qu'il détourne un petit peu le sujet. Tu vois, qu'on entend la presse. Parce que le vrai sujet aujourd'hui au PSG, pour finir sur le PSG, c'est quoi ? C'est la direction, la démission est demandée, c'est un avis qui semble majoritaire au PSG, qu'il doit y avoir un changement, mais pas que au niveau sportif, mais aussi au niveau dirigeant. Oui, la tête pensante même. Et on a l'impression que le sujet est détourné. Alors après, si Vincent Duluc qui met aussi son grain de sel, c'est vrai que ça va pas aider, puisque c'est vrai que si les journalistes aussi prennent position dans ce sens-là. Mais on a l'impression qu'on détourne clairement le
le sujet du PSG. Voilà. Pablo, tu es supporter marseillais, alors je vais te faire Évidemment. plaisir. À Brest, il y a eu une victoire 4-1 de Marseille avec un grand Arkadiusz Milik, et pas que évidemment. Marseille qui était ressorti d'une défaite 1-0 contre Monaco et qui se relance. Par contre, Monaco qui perd 1-0 contre Strasbourg, très important dans la course à l'Europe. Et si on doit continuer dans la course à l'Europe, il y a Rennes qui a marqué 2 buts en 3 minutes contre Lyon, 4-2 à l'arrivée au Groupama Stadium. Et puis on peut aussi parler évidemment de la lutte pour le maintien. 3 qui gagne contre Nantes 1-0. Par contre, du côté de Metz, on ne prend pas plus de points. Attention, petite alerte pour Clermont qui perd 2-0 contre Lorient. Petit rappel vite fait du classement. Bon, le PSG est devant forcément avec 65 points. C'est limite anecdotique. Marseille et Nice à 50 points sur le podium. Rennes 49 points. Strasbourg 47. Et derrière, il y a déjà un creux qui commence à se creuser. Peut-être très vite fait, 10 secondes, rebondir là-dessus. Est-ce que le podium est déjà écrit? Du tout. Tu penses à un autre scénario, toi, Adrien? Non, absolument. Du moins, écrit, non. C'est peut-être un petit peu 10 journées, trop reste, s'avancer. 10 jours, c'est immense. C'est un creux. Là, on parle de clubs qui sont quand même séparés de brindilles de points. Donc, j'ai pas envie d'avancer. Mais je sais que dans les immanquables de Sophie, il y aura peut-être un petit point Ligue 1. On verra. On a vu déjà. J'ai mis un coup de presse. On a vu déjà juste le fait que l'OM face à Brest, il y a eu 4 changements de place dans le même match, tellement le scénario a été particulier dans ce match. Moi, je pense très clairement que le podium n'est absolument pas assuré pour aucune des équipes qui y est actuellement. Évidemment, hors Paris. Et puis une petite dernière. Bah oui, une petite dernière. Alors, de quoi on peut parler de cyclisme, de Formule 1, de sport d'hiver. Bon, on va parler évidemment. Formule 1, j'ai bien envie qu'on se garde pour la semaine prochaine, puisqu'il y aura entre-temps Le Grand Prix. le premier Grand Prix. Ah, tiens, Sophie, t'es au courant. Il y a eu les essais. Disons, tu vas pas nous en parler. Il y a eu les essais. On peut peut-être juste dire ça. Il y a eu les essais. Oui, il y a eu les essais. Mais, voilà. Ça veut pas dire grand-chose. Parlons cyclisme, tiens. Allez, cyclisme. Paris-Nice, la course du soleil. Vous vous souvenez, c'était une course qui avait été arrêtée la veille du confinement, si je ne me trompe pas. Ils avaient raccourci carrément la course à cause de l'épidémie en 2020. Et là, donc, on retrouve vraiment la course du soleil avec du public. Primoz Roglic, le grand Slovène, celui qui domine tout avec son équipe, qui fait des triplés. Non, on parle pas d'enfants, on parle de podium sur des étapes de World Tour. Avec Team Jumbo-Visma. Primoz Roglic qui gagne. Avec surtout une victoire le samedi au col de Turini qui scelle un petit peu sa victoire. Simon Yates qui remporte la dernière étape, la traditionnelle sur la promenade des Anglais. Et il faut le souligner, il n'y avait que 29 secondes d'écart au général entre premier et deuxième. Daniel Martinez 3e pour Ineos à 2 minutes 37. Un petit débat parallèle en 10 secondes. Le premier français, il est 9e, c'est Guillaume Martin, 5 minutes 48. C'est quoi? On va regarder le Tour de France encore en séchant nos larmes côté français. Il y a surtout un niveau trop élevé en face, je pense. Ouais. C'est pas un niveau rabais. Est-ce qu'il n'y a pas Français. Un problème, selon toi, du fait que le niveau en France, on ne soit pas capable d'essayer de c'est même pas individuel. Là. Je pense qu'on parle aussi d'une force collective. La team Jumbo-Visma, c'est une force collective et c'est la force collective qui a fait le dessus. Ils ont des géants aussi dans leur équipe. Wout van Aert, on ne peut pas l'ignorer non plus. Mais on voit bien, la première étape, c'est un triplé tout seul en solitaire à l'arrivée. Oui. Ils offrent la victoire d'étape à leur coéquipier Laporte. Mais à part ça, en fait, on voit même Wout van Aert tenir. En termes de gestion et de contrôle et de mise en place tactique, c'était. On voit même Wout van Aert tenir en montagne. C'est quand même assez impressionnant. Il l'avait déjà fait sur quelques étapes du Tour où il l'emmenait très loin et on l'attendait pas aussi haut. Où il emmenait le peloton et où il lâchait sur les derniers mètres, mais c'était presque anecdotique tant le boulot qu'il faisait était assez immense. Non, et puis pour finir là-dessus, tu dis oui, c'est une force collective, etc. Après, dans le classement général, tu as aussi des forces individuelles qui ont réussi au moins à être un peu moins loin au général. Après, Guillaume Martin a eu quelques pépins, mais bon, tu as l'impression que les Français, ils sont. Alors, il n'y avait pas Pinot, enfin voilà, il y a pas. On a même pas forcément la même génération, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment hors jeu. Ça, c'était un sentiment que j'avais pas eu encore jusque-là. Et j'ai l'impression que peu sont vraiment dans le jeu, honnêtement. C'est-à-dire que t'as... Oui, c'est vrai Guillaume Martin, il n'a jamais été dans le jeu, en vrai. Hein. Mais même sur le plan international, j'ai l'impression qu'à part la Jumbo-Visma et
Et les quelques autres favoris, j'en décèle pas non plus une dizaine. Si tu vas au sprint, sur le sprint, après, on a Arnaud Démarre. C'est une autre chose, ouais. Mais si on parle de classement... On parle de classement général. Si on parle de plutôt classement là, général, en on n'a l'occurrence. personne. Ouais, On n'a plus personne. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu. Et puis, petit mot pour Simon Détieux, qui a pris sa retraite en biathlon. Ça a été annoncé aujourd'hui. Donc bon courage à lui pour la suite de carrière. Très bien. Moi, je vous propose, on vient d'écouler 20 minutes sur notre heure, donc je vous invite à une pause musicale. On va parler plus tard Ligue des Champions. Il y aura aussi un petit jeu axé Ligue des Champions et Paris Saint-Germain. Et donc, je voulais qu'on s'écoute We'll Never Walk Alone. J'y arrivé. Putain, j'ai bégayé là-dessus, puisque Liverpool, comme les années précédentes, s'est qualifié et donc va assurer. Et revient très très vite sur City. Et revient très très vite. Donc, on s'écoute ça et puis on se retrouve après. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song of a lark. Walk on through the wind, walk on through the rain, for your dreams be tossed and blown. Walk on with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk alone. Walk on with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk On vient de s'écouter We'll Never Walk Alone, je l'ai réussi du premier coup, sur Radio Campus Lille 106,6 FM toujours, pour le Campus Sport Club. On continue, on poursuit avec les news de Pablo. Pablo, est-ce que tu te sens prêt ? C'est parti. Attendez, on va juste se lancer un petit jingle, hein, bien évidemment. Et vu que cette fois je suis un pro de la technique, je le lance. Vous écoutez le Campus Sport Club, c'est l'heure des news. Ouais, c'était effectivement ta voix, Pablo. Pablo, qu'as-tu à nous dire pour nous informer ? Eh ben, on commence tout de suite par la justice, une information judiciaire. Dans l'affaire de la sextape, Karim Benzema sera jugé en appel les 30 juin et 1er juillet à Versailles. On rappelle, en novembre 2021, l'attaquant français du Real Madrid avait été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles à 1 an de prison avec sursis et 75 000 € d'amende pour complicité de tentative de chantage contre Mathieu Valbuena. Benzema, d'ailleurs, qui est devenu hier meilleur buteur français de tous les temps, en dépassant Thierry Henry avec un doublé ce lundi. Il porte donc son total à 413 buts après un doublé face à Majorque.
Pavel, tu le disais, la retraite de Simon Destieux qui a annoncé mardi qu'il mettait un terme à sa carrière à l'issue de la manche de Coupe du Monde qui débute ce jeudi à Oslo. Destieux, on le rappelle, avait été champion olympique avec le relais mixte au JO de Pyeongchang en 2018 et également vice-champion olympique avec le relais masculin lors des derniers JO de Pékin. Sa femme, d'ailleurs, était retraitée depuis 2 ans. Oui, c'est vrai que c'est Célia Aymonier en biathlon. Voilà. Et on revient un petit peu sur du judiciaire. J'aime bien ce petit côté. Faites entrer l'accusé. Faites entrer l'accusé. Pablo, il veut des histoires avec des menottes. Hein. C'est ça. Moi, je veux du glauque. Je ne dirais pas lesquels. On le voit là devant le palais de justice. Allez voir Benzema. Donc, on revient sur les sanctions russes. Le tribunal arbitral du sport a rejeté aujourd'hui la demande de la fédération russe de suspendre les sanctions prises par l'UEFA. Donc, les sélections et les clubs russes demeurent encore aujourd'hui donc exclus des compétitions européennes en attendant que le recours soit tranché sur le fond. Est-ce que vous avez une petite opinion là-dessus ? Du coup, alors, en vrai, la sanction, elle est utile un peu parce qu'il reste qui en Coupe d'Europe, ce Spartak ? Il reste sorti le Spartak. Non, sorti Spartak. En plus, donc ta sanction, elle est plus symbolique qu'autre chose. Ou armée pour les sélections. Est-ce que voilà, il y a la sélection qui est le toujours Qatar, pour si le elle Qatar. si elle va pas au Qatar, la sélection, bon. Il y a la Russie, il faut le rappeler. Donc elle est disqualifiée. Et dans le cadre des barrages pour la Voilà. Coupe du Monde au Qatar en 2022, devait affronter entre autres, avait dans sa poule la Pologne et la Suède. Et Qui ont refusé de jouer, tous deux en ont plus, bien ouais. sûr refusé d'essayer Dans de tous les cas, croiser ils ont la- refusé, donc en plus, t'imagines, il fallait bien. Voilà. Donc, mais bon, ouais, la sanction, faudra voir si elle s'applique. Malheureusement, bon, faut souhaiter l'appel plus rapidement possible, mais si ça continue, bien évidemment que dès la saison prochaine, les sanctions doivent être prises, et ce, même dès les qualifications des Coupes d'Europe, il faut être cohérent là-dessus. Et ça touche le foot féminin aussi, je crois, les sanctions, et elles avaient Je l'Euro crois que ça touche aussi, ouais. en 2022. Ouais, donc, c'est ça. c'est ça. Oui, donc c'est dans ce cadre-là aussi que la sélection, que l'abandon des sélections rentre. Mais bon, après, rentre ça sur- pose une question, on en parlait. Nikita Mazepin qui a perdu aussi un contrat avec As, et le sponsor Uralkali qui Ouais. se retire avec As. Est-ce qu'on doit sanctionner les sportifs russes ? Moi, je pense que oui. Alors, dans les sports individuels, les bannières neutres, ça va. Mais dans les sports collectifs, c'est compliqué. C'est un soft power, c'est la Russie. C'est compliqué, malheureusement. Ils sont un peu les victimes collatérales. Mais c'est vrai que voilà. En même temps, c'est vrai que tu sanctionnes des sportifs ou des joueurs, même pas forcément russes, puisque vrai. au Spartak, par exemple, tu as d'autres joueurs qui sont pas russes. C'est vrai que c'est un peu compliqué comme Et histoire. on en parce parle que- dans le vélo, Pavel Sivakov est français, sportivement, maintenant. Il est né vers Aix-en-Provence, il avait la nationalité russe sportivement, maintenant il est français. Ça évitera la bannière neutre. Ouais, c'est compliqué, ouais, c'est très compliqué. Et on continue dans le compliqué et dans le russe avec Roman Abramovich, l'oligarque russe. La BBC a sorti aujourd'hui une enquête sur les origines de la fortune de l'oligarque. Alors pour vous faire un peu, pour vous monter un peu la pression comme ça. Donc il serait question du braquage d'un train rempli d'essence en 1992, de l'achat d'une compagnie pétrolière grâce à des enchères truquées en 95 et de l'enlèvement à Moscou d'un concurrent chinois au rachat d'une autre compagnie pétrolière en 2002. Et donc autant d'accusations évidemment fermement démenties par les avocats d'Abramovich. L'oligarque a acquis Chelsea en 2003. Et on le sait, donc le Royaume-Uni a imposé des sanctions et lui a imposé de vendre le club ainsi que d'empêcher la vente de billets et à Chelsea de se faire de l'argent. Pire que ça, le en club cette peut période. dépenser 0 normalement. Donc, 0 euros, peut pas recruter, peut pas avoir de prêt. Ils peuvent même pas se déplacer, en théorie. peut pas dépasser 50 000 Je vais rebondir sur la sanction des 20 000 livres maximum à dépenser, d'où le fait que Thomas déplacement, par déplacement. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre le jet privé, tu prends l'Eurostar, quoi, ou un train Oui, mais là, à privatisé. ce niveau-là, est-ce que tu crois vraiment qu'ils vont s'amuser à débourser 100 000 livres par transport Ouais, et puis même, c'est l'équipe. Si les joueurs ils veulent Kai Havertz a déclaré, moi s'il faut payer le déplacement, je le fais. Oui, voilà. Ouais, ça change rien encore. Ça par contre, c'est vraiment une sanction inutile. Par contre, c'est drôle, l'histoire sur Abramovich. C'est marrant que ça ressorte maintenant. Ça aurait pu ressortir avant. Oui. On en profite encore une fois. Bon, je veux pas faire ma mauvaise langue, mais tu vois, il y a toujours des contextes qui facilitent. En attendant, il est bien, hein, parce que le litre de pétrole à 2,50, vu toutes les compagnies pétrolières qu'il a braquées et les paquebots, il est bien, le gars. Et d'ailleurs, Chelsea qui avait demandé à jouer en huis clos le match contre Middlesbrough, si j'ai pas de bêtises, en Cup. Et finalement, la justice anglaise a refusé. Et donc, Chelsea sera obligé de jouer et de mettre en vente des billets, mais ce ne pourra pas se faire de l'argent sur ce match. Ok.
Et on termine avec du hand, parce que c'est assez rare dans cette émission. Le gardien du PSG, Vincent Gérard, qui souffre d'une lésion aux adducteurs et qui doit donc déclarer malheureusement forfait pour la dernière étape de Golden League avec les Bleus au Danemark ce week-end. C'est le gardien de Montpellier, Kevin Bonnefoy, qui va le remplacer. Et un petit mot pour Valentin Porte, qui s'est aussi désisté du rassemblement des Bleus pour des soucis de santé psychologique. Qui l'a dit ouvertement dans un entretien avec les journalistes de l'équipe et qui suit un traitement pour éviter de sombrer vers une dépression. Ouais. Et il le dit vraiment sans tabou. Et l'équipe qui a fait d'ailleurs, je crois, un article mag, si je dis pas de bêtises, ou un long article en tout cas, aujourd'hui, c'est sorti à 18h, si je dis pas de bêtises, sur la dépression qui touche tous les sportifs. Et c'est évidemment à saluer. Naomi Osaka, on a encore fait les frais récemment d'ailleurs. Et on se rappellera Simone Biles. Oui, ça, il y a un peu moins d'un an. Beaucoup de choses dans cette émission. Super, merci beaucoup Pablo pour ces petites news. Moi je vous propose avant une seconde pause musicale, qu'on se fasse un mini-jeu. Un mini-jeu, ça va, vous inquiétez pas, je suis pas méchant. On n'est pas obligé de le tourner en style concours, si vous voulez. Ça peut être une coopération, voilà, ce que je vous propose. La Pavel, il dépêche. Elle est déçue. Pavel, c'est sport individuel. Pavel, c'est c'est F1, quoi. C'est pas. Alors, c'est très très simple. J'ai envie d'enfoncer un petit peu plus le couteau dans la plaie. Je suis. Ça fait maintenant 3, 6, 9, 11 éditions de suite que le PSG se qualifie à chaque fois pour la phase finale de la Ligue des Champions. Au final, c'est une finale atteinte en 2020 face au Bayern de Munich. Et je me suis amusé à regarder un petit peu la liste de tous les joueurs qui ont marqué contre le Paris Saint-Germain lors du tour de leur élimination, ou de leur défaite, donc, pour ce qui est de la finale. Et je vois devant moi du gros, quoi. Du très beau. Du très beau monde. C'est-à-dire que quand le PSG se fait éliminer, c'est pas par des il y en a quelques-uns qui viennent pas en par tête, des petits là, gars. ouais. Voilà. Et donc si vous voulez, on peut se faire un challenge, c'est que vous essayez de retrouver à peu près chronologiquement les différents buteurs des rencontres. De pire en pire. C'est simple. Je me rappelle du mec qui a marqué avec Chelsea. T'inquiète pas, on va partir sur des bassins. Laurent Blanc. On commence par cette année. Non, justement, on vient il y a 11 ans. Welcome back in 2012-2013. 2012-2013, le Paris Saint-Germain tombe sur Barcelone en quart de finale. On se souviendra au match aller d'un but de Matuidi sauveur à la 94e. Mais match aller 2-2 au Parc, match retour 1-1 assez amer puisque le Paris Saint-Germain menait 1-0 au Camp Nou. Et donc, est-ce que vous arriverez à me retrouver les 3 buteurs barcelonais qui sont tous différents ? Il y en a un Argentin et 2 Espagnols. Comme ça, du coup, je dirais Messi. Ouais, Messi au match aller. 2 Espagnols, tu dis ? Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit Jordi Alba qui se glisse là-dedans ? Non, c'était le capitaine à l'époque, je crois, qui avait marqué sur penalty au Parc. Iniesta ? Non, l'autre. Xavi ? Xavi, ouais. Et puis au match retour, au Camp Nou, c'est un des attaquants, espagnol aussi donc. David Villa ? Non, c'est l'autre compère. Villa, Messi et celui Pedro. qui était à l'aile. Ouais, Pedro. C'est exactement. C'est lui, Pedro, qui a eu le PSG. Ah, Pavel, là, il sent que. T'avais quel âge, Pavel 2012 8, ouais. 2013 moins 11. Ah, 2011 à 9 ans. Non, là, on est en 2013, début 2013. Ah non, j'avais 10 ans, 10-11 ans. Voilà, 10-11 ans. L'année suivante, Chelsea, c'est Chelsea qui élimine le Paris Saint-Germain en quart à nouveau. 3 buteurs aussi sur la double confrontation. 1 à l'aller et 2 buts au retour. Alors au retour, on a Dembaba. Ouais, Dembaba du coup, qui a éliminé le Paris Saint-Germain à la 87e à ce moment-là. C'est quoi la nationalité de l'autre ? Et là, on a un Belge à l'aller et un Allemand au retour. Je pensais à quelqu'un, c'est pas lui. Le Belge n'est pas sorcier, franchement. Hazard ? Ouais, Hazard. Ouais. Qui a marqué sur penalty, je crois. Et l'Allemand, par contre, qui sortait, va faire juste après l'été suivant une belle Coupe du Monde, mais en remplaçant. Mais dans le 7-1, il participe à l'humiliation. Est-ce que ce serait pas André Churleux ? Si, bravo. Pablo, il est à fond dedans là. Il a la culture foot, quoi. Moi, les éliminations du PSG, c'est le seul moment où je suis heureux dans l'année. J'entends pas trop Sophie, mais là, je vais lui tendre une perche. L'année suivante, à nouveau en quart de finale, il recroise Barcelone. Il y a 2 buteurs différents sur la double confrontation. Il n'y a pas Messi dedans, mais il y a un Brésilien et un Uruguayen. Donc, Pourquoi tu me donnes une perche ?
un Brésilien à Brésilien, Barcelone. Uruguayen au FC Barcelone à ce moment-là. Moi, je regarde le foot que depuis cette année. Donc, Ah, non, mais il y a Ah, quand même sympa. un grand Brésilien qui est passé par Barcelone et qui maintenant n'est plus à Barcelone. il est où maintenant? Au Paris Saint-Germain. Neymar. Ouais. Je sais pas, Mais- est-ce que les Brésiliens. Neymar avait ont- marqué- C'est pas Antoine Dupont, il a pas signé le péché. Merde. Neymar avait marqué 3 buts sur la double confrontation. Et puis le compère uruguayen, messieurs. Suarez. Suarez, évidemment. L'année suivante, on est de nouveau sur une élimination en quart. On est sur un 4 quarts, du coup, pour l'époque. Un beau cake à déguster. Avec un Et bon là, petit on Laurent a Blanc, Manchester Ancelotti. City qui élimine d'un rien le PSG. On a un Belge et un Brésilien. Donc De Bruyne, j'imagine. Ouais, De Bruyne qui venait d'être transféré, je crois, pour un Ouais. gros montant de Wolfsburg Oui, et qui qui vient C'était la d'arriver. star à qui l'époque. vraiment, et là, était au. Ça, je m'en rappelle. et commençait à être sur Oui, la il sort pente. Il sort de sa saison à 17 passes DS, je crois, Ouais, ou un truc comme en ça. fait, c'est fou de se dire qu'à ce moment-là, on se dit, ouais, il est au plus haut. Donc, ils l'achètent pas si cher que ça encore. Mais. Non, à l'époque, les prix n'ont pas encore autant. Ouais, pas autant. Mais pour un bon milieu de terrain, c'était déjà pas Ouais. Le mal. déclic, c'était Anthony Martial au niveau des transferts. Ouais, c'est un, 80 ça a été millions Anthony complètement Martial, puis fou, après là. ça a commencé à... Ouais, c'est un peu sauté. Mais en tout cas, De Bruyne, à ce moment-là, on se dit, ouais, il l'achète alors à son meilleur niveau. Et en fait, au fil des années, avec Pep Guardiola, il a encore plus progressé. Comment c'est, ouais. C'est impressionnant. Et donc, le Brésilien qui a été capitaine quelques saisons après compagnie. Fernandinho. Ouais, Fernandinho. Ah ouais. De nouveau vers Sophie, si tu veux. Ouais, Sophie. On est la fameuse saison de 2017, donc de la remontada. Ça devrait aller. Ils sont 4 à avoir marqué au match retour, du coup, puisqu'il n'y a eu que des buts au match retour. On a un Uruguayen, un Argentin, un Brésilien et un Espagnol. Messi. Oui. Ouais. Neymar. Oui. Ouais. Espagnol. Ouais. Oh là, je vous le laisse, un espagnol. Je le sens, l'espagnol. Bon, l'Uruguayen Ouais. Suarez. Hein. Uruguayen Suarez, Espagnol Sergio Roberto. J'allais le dire. Bah oui, le fameux savais. Sergi Roberto. C'est oui. Magnifique but. L'année suivante, on s'en souvient peut-être un peu moins. Elle est un peu plus anecdotique, celle-là, tant les deux doubles confrontations qui l'entourent, en fait, avant-après, sont beaucoup plus marquantes pour le Paris Saint-Germain. Puisque là, il n'y a pas eu photo, c'est le Real Madrid qui croise dès les huitièmes. Et on a 3 buteurs différents, Ah oui, je me un Portugais et 2 Brésiliens. Alors, du coup, je vais essayer de chercher les Brésiliens plutôt. Ronaldo, le portugais. J'ai le crois droit. T'es sûr? J'ai le droit. Oui, il marque sur les deux matchs, il marque. Doublé et but. Ah, les Brésiliens, bonne question. Au Real, tu dis. 2018, du coup 2018, oui. Il n'y a pas un petit Marcelo? Si, Ouais. il a Ah. marqué. Il y allait de son but, Marcelo. Et Attends. alors, j'aurais envie de dire Vinicius, mais Vinicius, c'est Non, pas il est pas encore du tout arrivé. là. Ouais, très jeune. ouais. Non, un pilier à ce moment-là. Attends. Des Brésiliens sur le dans- Casemiro. Ouais, dans le 11 titulaire, il n'y en a pas beaucoup, c'est Casemiro. Qui avait envoyé la saison d'avant, je crois, une praline face au Napoli, là, une petite reprise. Toujours. Et pourquoi je parle donc de cette année-là assez anecdotique? Puisque l'année suivante, ils sont éliminés de nouveau en 8e, mais cette fois, c'est au Parc, sur un but à la 93e minute, sur penalty de Marcus Rashford. On voit ça ensemble. Et il y a un autre homme qui avait marqué pour United ce soir-là. Je vous donne pas toutes les nationalités, mais... Didi Buffon a marqué contre son camp. Alors, Cet arrêt débile. oui. Non, Didi Buffon. Pas ça, pas de nouveau. Avec Neymar en bord-terrain. J'ai l'impression d'être nostalgique alors que... Non, mais en vrai, ça fait pitié. Enfin, Non, et l'autre attaquant est belge. Ah oui, c'était Lukaku ouais, qui récupère le ballon. hein. Ouais, Qui, la montagne Lukaku, ma petite. bien évidemment. On voit pas, mais, Sophie, là je te mets au défi du coup, mais l'année suivante c'est tout de même enfin une finale pour le Paris Saint-Germain, mais qui perdent sur un but de leur minot. Le Titi. Le On est en Titi. quelle année du coup là, parce En que- 2020, finale de Ligue des Champions, c'était l'année Covid. Ils affrontent le Final Bayern Avec Munich, le ils se Final prennent Eight, un oui. but de la tête à la 59e minute par leur ancien joueur formé au club, Ouais, qui est en équipe de France, Kingsley. Pavard. Comment? Aïe aïe aïe. Kingsley Il est au Pavard. Munich, non? Ah ouais, mais toi, il faut que je t'emmène voir des matchs chez moi. Ah. Faut qu'on fasse un week-end. On fait Ligue 1, on fait des week-ends à thème. Ligue 1, Serie A, Bundesliga. Non, mais On j'essaie de reprend savoir la Ligue, qui est au surtout, Munich. on reprend le Et thème. maintenant, je vais même pas vous dire, mais sur les deux, normalement sur cette année et l'année d'avant, vous devriez pourquoi pas me retrouver les noms. Ils sont Bon, bah, 3. Cette année, c'est pas compliqué. Hein. Oui, bah, cette Benzema, année, Cette année, ouais. Benzema, Benzegol, donc, triplé. Hein. triplé. T'es pas content? Triplé. Et l'an dernier, ils se font éliminer quand et par qui déjà? Par Ouais. City en demi, avec En- un but de Riyad Mahrez. Ouais. Sur 3 coup même. franc. Sur le cumulé du match, sur la double 3. confrontation, 3. Il en met un à l'aller.
Il rentre, je crois, il en met un à l'aller, Ouais. et au retour, il fait une régalade sur le match, il met un doublé. Mais au retour, il y a 3-1. Et c'est qui Et qui redonne De Bruyne en met pas Ouais, un, et ouais. de nouveau De Bruyne, effectivement. Et pas trop mal, bonne classe. Je m'attendais à pire pour moi. C'est vrai. Le souvenir de Sergio Roberto, c'est. Bah, c'est le plus marquant. Je pense que sur Ouais. toutes les éditions. Bon, après, qu'on vient vu de que parler- Pablo est Marseillais et moi Lyonnais, voilà. Voilà. On, En tout on cas- est- on se rappelle. En tout cas, je vous invite à rester puisqu'on va se quitter sur une petite pause musicale et puis après, on va reparler de Ligue des Champions et PSG avec aussi au menu des immanquables de Sophie. On s'écoute, nous, Fais-moi la passe de Rof, puisque dedans, il était en feat avec Karim Benzema. On en profite. Il devrait dire ça à Neymar, fais la passe. Fais la passe. Vas-y. Et donc, on s'écoute ça puis on se retrouve juste après. Issu des quartiers sordides, même invalide, le mental est solide, les galères ont les dribbles, l'enfant terrible, le talent se débride, de Foulek au Real Madrid. Yeah, vamos, levante las manos, vamos, hermanos. 1, 2, 3, 4, c'est pour les bons, pas les pélos qu'on voit trop. Génération black, blanc, beurre en Starco. On roule sur Genève, Saint-Gilles et Monaco. On va te faire qu'écro si t'es mon amigo. Que des bêtes de chicam si t'as pas de chico. Nos rêves sont réels, que des passes des exploits individuels, la classe dans l'aspect et la gestuelle. On nous a dit caf sur tous les terrains, de foot et de bicraft. Plus de flow dans la bouche, de kilos d'handicap. Faut en avoir qu'un, pourquoi sélectionner 10 caves? On n'est pas des losers, t'as Domenech. Diminue tes sourcils, pauvre mec. Que les fachos restent en loup, leurs fils sont mous. Que ferait la France sans nous? Faut mériter sa place dans le Caritas. Si tu veux soulever la coupe, fais-moi la passe. Personne nous remplace dans le Caritas. Renard dans toutes les surfaces. Fais-moi la passe. Numéro 9 que du 11 dans le canon. Ici les 10 se font arracher leur galon. On a touché de balle, le ballon, l'esprit en cavale. Les frères font tourner le ballon. Fais-moi la passe sur la conso, les pâtisseries. Tellement en cantine on peut ouvrir une épicerie. Les matons nous guettent, c'est nos paparazzi. Falloir par ici, c'est pas ici. Falloir fantôme écrit au Ghostbuster. J'envoie une frappe plus bonne que celle du hustler. 11 l'heure, le temps passe, avance l'heure. De quoi les refaire sur quelques passes, renvoie l'ascenseur. Sur une talonnade, cherche pas ta sœur, elle est dans ma tornade. Et c'est pas nous tacler devant nos supportrices. Leur boulet dans notre camp, on les sponsorise. Faut mériter sa place dans le Caritas. Si tu veux soulever la coupe, fais-moi la passe. Personne nous remplace dans le Caritas. Renard dans toutes les surfaces. Fais-moi la passe. ROH2F est là. ROH2F est là. Benzema. Benzema. ROH2F est là. ROH2F est là. Benzema. Fais péter la cuenta, dans la coche ou à la casa. Je vais coacher le petit frère Kiksa. Fais scotcher le son qui tâche la cabeza. De la Ligue 1 à la Liga, faut que je perce, transperce les filets du Barça. Sans cesse que je presse, fais-moi la passe là. Tu soulèveras la coupe, check ça. Ce soir on fête ça. Dans le carré vite, y'a l'équipe des mauvais garçons. Les parasites, on évite, invite les avions. La famille profite et ne flippe pas pour l'addition. Roule pas trop vite, la lambeau a fini aux informations. La vraie version, c'est contenter avec rien, ton corps est une location. Fais péter le ralenti du génie, comme Messi, l'intransférable Ousni. Faut mériter sa place dans le Caritas. Si tu veux soulever la coupe, fais-moi la passe. Personne nous remplace dans le Caritas. Renard dans toutes les surfaces. Fais-moi la passe. Faut mériter sa place dans le Caritas. Si tu veux soulever la coupe, fais-moi la passe. Personne nous remplace dans le Caritas. Renard dans toutes les surfaces. Fais-moi la passe. ROH, 2F, Karim Benz. Ouais. 2-0-1-1. Non, pas de match nul, cousin. Combien? Que des 6-0 gros. Ouais. Écoute, Kahla. Samy, un monstre. Eh frérot, Quoi? la dernière fois je t'ai vu avec 2 avions de chasse. Ah ouais? Vas-y, fais-moi la passe, je pars en profondeur. Ok, vas-y, fais un appel. Ouais, mais attends, tu me dois un caviar, hein, gros. Ouais, c'est vrai. Et tu la veux comment? Passe du dos, aveugle, comment? Ah, penalty, je veux pas de gardien.
On vient de s'écouter Fais-moi la passe de Ruff, avec à la fin des petits mots de Karim Benzema dans le son. Dis donc Pavel, tu vas pas tout nous casser quand même. Non, petit incident avec une bouteille d'eau, rien de grave, vous inquiétez pas. La tempête est déjà passée, mais la tempête Pavel pas encore. Ça continue. Ah, la punchline. Moi, je vous propose qu'on continue donc sur Radio Campus Lille, dans le Campus Sport Club, avec des petits immanquables préparés par Sophie juste après ce jingle. C'est l'heure des immanquables de la semaine du Campus Sport Club. Ok, moi je pensais que ça allait être le débat là tout de suite. J'étais préparé à débattre foot avec vous. Et non, on fait d'abord tes petits immanquables, comme ça on pourra finir le débat sur le gong. Ok. Hein, messieurs? Avec plaisir. Oui. Parlons foot. Alors non, pour les immanquables, je vais vous surprendre, je vais commencer par parler Formule 1. Donc, It's Race Week. On Yeah, n'avait pas dit depuis longtemps ça. Ouais, ça manquait quand même. Hein. Donc, premier Grand Prix de Formule 1 ce dimanche 20 mars. C'est mon anniversaire en plus. Je vous demande tous de on va revenir. regarder chez toi. Futur joyeux anniversaire, Sophie. Merci. C'est ça. Les bougies. Donc ça se passe à Bahreïn à 16h. Donc soyez tous connectés à cette heure-là. Ensuite, on passe maintenant rugby. Je ne vais pas vous étonner non plus. Samedi, 5e et dernière journée de tournoi de destination. Il va y avoir le Pays de Galles contre l'Italie à 15h15, l'Irlande-Écosse à 17h45 et bien sûr le match principal, France-Angleterre à 21h. C'est samedi, tu dis? Ouais. Ah, ok. J'allais faire ma blague sur le dimanche, faut pas manger de viande le dimanche midi parce que samedi on va bouffer du 21h. roast beef, mais ouais, c'est bon. On va pouvoir peut-être faire la fête jusque tard. Oui. Bon là, il y a de quoi on faire. peut se le permettre. Sur un grand chelem. Quand même. Je passe directement maintenant au foot, à la Ligue des Champions, parce qu'on m'a demandé d'en parler. Demain. Quelle horreur. La pression Quel mise. play d'en parler. La pression mise par le présentateur, faut arrêter. La hein. pression tout à l'heure, j'ai dû chercher sur mon ordinateur du coup. Il manquerait plus qu'il y ait un Bolloré derrière qui fasse attention. Hein. Attention, Sophie Polio. Toi, hein. tu vas te tenir. Donc demain, Lille-Chelsea à Pierre-Mauroy à 21h pour le match retour. Lille a 2 buts à rattraper. Ah oui, mais je me suis un peu perdue. Et ensuite, voilà, c'est ce que je voulais dire pour la Ligue 1, c'est ça dont tu m'as demandé de parler surtout. Samedi à 21h, confrontation, il y a aussi Lille-Nantes. Donc il va falloir choisir entre le rugby et le foot. Alors, excusez-moi. J'ai bien peur que S'il mes vous plaît, Lillois, soyons français avant d'être. Excusez-moi, nous le sommes- choix il est vite fait là. Mesdames, messieurs les Lillois, Lilloises. La question elle est vite répondue. Ouais. Non, mais il y a un peu d'enjeu quand même, parce qu'ils sont respectivement 6e et 5e. Non, mais excuse-moi, quand Et je vois, 7e plutôt. quand je vois le LOSC contre Saint-Etienne 0-0, quand je vois Nantes qui perd ce week-end, à moins qu'ils changent diamétralement de jeu en une semaine et qu'ils se bougent les fesses. Et quand tu vois le 15 de France, Et quand tu vois le 15 de France qui est une En porte passe. du Grand Chelem, ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu un Grand Chelem. Tu peux pas. On va laisser aux auditeurs décider de leur soirée à eux. Bah, ici dans le. j'aime bien la tournure quand même, Sophie, pour éviter un peu la catastrophe. On les laissera décider, mais vous allez. Mais on conseille. Mais allez voir le rugby. Totalement. Et Ligue 1, match important aussi. Dimanche, il y a l'OM Nice à 20h45. Ils se battent tous les deux pour la seconde place du tournoi parce qu'ils ont tous les deux le même nombre de points. Ils sont à 50. On va voir qui va dépasser l'autre. Très 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 compliqué. Très serré. Mais intéressant. Maintenant, passons au tennis. On en a parlé tout à l'heure, d'India Wells. Mon fils t'a dit qu'il jouait ce soir, mais non, il joue demain. J'ai vérifié. À 20h contre l'Espagnol Carlos Alcaraz, qui est 19e mondial. En plus, on n'a pas de bol au tirage. Quoi. Ouais, Je mange des mecs. Ça me donne mal à la tête quand je vois jouer Alcaraz. Oh là là. Mais donc voilà, encore une fois, un match à suivre. Et attends, on est sur du tennis. Attendez, faut que je fasse ma pub. Le Play-in Challenger qui commence dès dimanche Oui. avec les qualifs. Et on fera un duplex, Adrien. Je le promets, mardi prochain. Les matchs, ils seront encore là. On va faire le duplex. Hein. On sera là. Hein. On fera ça dès le début d'émission pendant les résultats, tiens, je pense. Ah bah oui, tiens, allez. Très bon bail. Let's go. Et puis ce sera. Et voilà, je pense que je vous ai C'est- donné quand même un calendrier assez fourni. C'est une bonne petite liste non exhaustive, certes, mais une très On très pourra belle. même pas tout regarder. Alors. Oh là, Ah, non. non, c'est compliqué quand même. Franchement, Avec le retour de la F1, ça va devenir compliqué nos En week-ends. plus, déjà, ouais. il va y avoir tes dimanches après-midi qui vont être monopolisés. Bah, et vendredi Attends, et samedi quand même. La, Hein. la saison de cyclisme qui est sur sa lancée, la F1 qui est Milan de San Remo retour. T'as pas parlé de Milan San Remo Non, Samedi, je crois. En fait, je suis jamais habituée à ce qu'on fasse aux dernières minutes. Ouais, donc tu t'es- elle a, que je me dis. elle a contracté. Elle a contracté. Voilà, ça, j'ai fait vraiment le minimum. Bah, ça tombe bien parce que grâce à toi, j'ai envie qu'on lance le débat vite, comme ça on aura 10 bonnes minutes.
Ça vous va ? Avec plaisir. On est parti. Voilà, je vous l'avais introduit un peu plus tôt dans l'émission, mais ce soir, on poursuit dans notre lancée football et Ligue des Champions. On va faire une sorte de rapide point sur l'édition de cette année, les performances, notamment françaises, bien qu'il y en ait une sur deux qui soit tactée, l'autre est bien demain, Sophie, tu me confirmes. C'est bien cela. Et donc revenir sur cette Ligue des Champions et un schéma qui semble se répéter. On en parlait en off, un jour sans fin pour ceux qui ont la ref. Voilà, Neymar en Bill Murray, Messi en marmotte. Neymar qui se réveille dans le lit. Le mec déguisé en marmotte, c'est Leonardo. Et Nasser, il lui sert le café chaque matin. Voilà. Très bien, très bien. C'est un très bon film de 1993. Donc voilà, c'était pour revenir avec vous donc, sur cette édition. Déjà, on peut rebondir, on va faire facile sur les performances françaises. Lille, du coup, par rapport à la phase de groupe, rapidement, mais qui a quand même arraché une première place, pour le coup, assez spectaculaire. On a vu que ça avait été très compliqué et assez poussif au début. Ouais. La phase aller. Après, ça a été un peu mieux. Bon, après, en même temps, au début, c'était les débuts de Gourvenec aussi, donc ça pouvait être un peu juste à ce moment-là. Bon, on n'a pas non plus vu beaucoup de mieux depuis. Mais bon, en même temps, tu tombes contre Chelsea, tenant du titre, qui était en pleine bourre à ce moment-là. Bon, évidemment, tu te prends 2-0 à l'aller. C'est pas... Thomas Tuchel qui connaît la Ligue 1. C'est ça. En plus. C'est pas illogique. C'est clairement pas illogique. Tu tombes, Et demain, tu risques. On n'est pas à l'abri d'un exploit. Parce que mine de rien, un mec comme Guardiola, tu vois, il se fait battre 2 fois par Lyon, alors qu'il a City. Parce que Lyon, c'est un peu la trouble faite. Là, Lille, Tuchel, il connaît la Ligue 1. Il en a bouffé sévère. En plus, quand le PSG faisait des mauvaises perfs. Donc, il ne restait que la Ligue 1 et les coupes. Donc oui, il connaît la Ligue 1. Ouais, tu prends 2-0. Tu les vois mal faire un faux pas. Non, parce que le mec, il sait comment ajuster une équipe comme Lille. Et un mec comme Gourvenec, c'est pas compliqué vu le peu de spectacle qu'il offre. Donc, bon, par contre, son équipe est très courageuse. C'est le slogan d'ailleurs de Canal, courage. Il y a une chanson, il faut du courage. C'est dans la tête, là, j'ai dans la tête, il faut du courage. Ouais, puis le foot, ça se joue pas avec les pieds, c'est avec le courage. Ça se joue avec beaucoup de choses. Mais bon, quand je vois l'efficacité de Jonathan David contre Saint-Etienne, je suis très inquiet. Très inquiet. Lille ne passera peut-être pas, quoi. Certainement Franchement, pas. Mais il faudrait qu'il fasse un match de dingue. Bah oui. Ça serait mieux qu'une remontada. Ça serait un truc plus historique. J'allais l'évoquer en sujet sous-jacent. Je vous en ai parlé un peu plus tôt. Lille qui doit remonter un retard de 2 buts, mais qui est obligé d'en marquer 3 de toute manière. Si ce n'est aller au tir au but. Hein. Il y aura, si il aller en prolonge, il peut marquer que 2. Et si Chelsea marque, le 3e sera obligatoire, sachant qu'il n'y a plus cette règle cette année en Ligue des Champions du but à l'extérieur favorable. Est-ce que pour vous, pour l'instant, c'était utile, c'est un peu décevant? Est-ce qu'on attend de voir pour que ça fasse ses preuves? Non, mais il faut se rendre compte de la fraude que c'est. Enfin, attends, non, mais là, il faut réaliser 2 secondes là, de quoi on parle. On parle du fait que le match aller, si t'as fait 1-1, ça a servi à rien. À rien. Il n'y a aucun ascendant psychologique. Allez, tu vas chez l'autre faire 1-1. Très bien, t'as marqué un but, puis après, au retour, oh bah ça se trouve, tu sais pas. Jouer les 0-0 n'est plus une stratégie. Ouais, alors moi déjà, je suis plutôt pour cette règle pour le coup parce que justement tu t'interdis de tout miser sur un but à l'extérieur que tu as pu mettre juste en posant un bus. Bon après ça c'est hormis les équipes comme l'Atlético qui posent le bus qu'elles gagnent ou qu'elles perdent et qu'il y a un but à l'extérieur ou pas. Ils ont gagné d'ailleurs. On les félicite et on a peur, mais justement, moi je trouve que cette règle elle permet. Alors j'ai pas fait le calcul sur le nombre de buts ou le jeu proposé par les équipes à domicile, mais déjà quand t'es à domicile, t'as plus cette peur d'aller vers l'avant et de te dire ah ouais non mais si je me prends un contre, après au retour ça va être ultra compliqué pour moi. On est d'accord, mais tu te rends compte que des équipes, elles donnent le max pour faire un résultat à l'extérieur, parce que des fois elles ont pas le choix. Une équipe comme Benfica, à l'Ajax, si tu avais cette règle, oui, il faudrait qu'elle marque un but. Parce que l'Ajax, voilà, c'est une équipe dangereuse, par exemple, pour Benfica. C'est une mesure petite que je prends. Mais tu te rends compte que si tu as fait 1-1, même 2-2, c'est pire encore. Tu fais 2-2, ça ne servait à rien. Là, en l'occurrence, Benfica fait 2-2 chez elle. Mais quel avantage, donc, là, Pablo, tu as? C'est l'Ajax qui aurait été avantagé avant mais quel avantage tu as aujourd'hui à avoir marqué à l'extérieur, alors que c'est dur de marquer à l'extérieur, des ambiances. Mais c'est dur pour les 2 équipes et dans les 2 matchs. Oui, mais à domicile, normalement, l'Ajax, t'as un petit avantage, t'as les supporters, t'as les trucs, t'as les machins. Normalement, t'as quand même quelque chose. On voit bien que statistiquement aussi, mais dans l'histoire de la Ligue des Champions, c'est une autre ferveur, c'est un autre enjeu, et jouer à domicile, le match à domicile, c'est quand même
le point, l'acmé quoi, d'une double confrontation. Enfin, Oui, non, et puis on Mais parle pas. il reste toujours. Enfin, je veux dire, il existe Mais, toujours et il est des deux côtés. Moins parce que t'as pas cette. T'as plus cette pression du but à l'extérieur. Alors peut-être que ça relâche l'équipe qui reçoit parce que se dit tiens, comme tu dis, je vais jouer mon vrai jeu, je vais pas poser le bus parce que bah, là il y a aucune utilité à ce que je pose le bus. Mais faut se rendre compte quand même que là, pour moi, je te dis, on a aseptisé le truc. On a dit voilà, tu fais match nul, c'est comme si c'était rien passé. Non, moi je trouve le seul problème que ça pose, c'est si c'est en cas de prolongation, parce que là du coup tu te retrouves à avoir quelque chose de désavantagé qui est t'as 30 minutes en plus qui se joue à domicile alors que l'autre c'était pas le cas. Mais par contre sur le fait même du but à l'extérieur, je trouve qu'au contraire ça peut tendre vers un jeu un peu plus spectaculaire et qu'on a bien manqué ces dernières années en Ligue des Champions. Comme je t'ai dit, le 0-0 il a l'air impossible, le 0-0, enfin c'est pas l'objectif d'un... Non mais t'abuses un peu parce qu'il y a des années où t'as eu l'Ajax, Liverpool, tout ça, t'as eu des remontadas. Oui, mais c'est toujours un match qui cache la misère d'une très très grosse édition. Là, tu vois, cette année, quand tu vois le Bayern qui est au début accroché par un Salzbourg, quand tu vois Benfica qui justement pose pas le bus face à l'Ajax au match aller, alors que l'Ajax est ultra dominant, etc. Là, au final, Benfica se retrouve à avoir un 2-2 qui sort un peu de nulle part. Mais c'est chez elle, donc au final le but à l'extérieur aurait encore plus désavantagé le Benfica si ça n'avait pas été le cas. C'est sûr, non mais on est bien d'accord là-dessus. Après oui, comme tu dis, il y a des matchs qui cachent un peu la misère si on parle du niveau sportif de la LDC. Allez, pour les vrais puristes, la petite satisfaction c'était Sheriff Tiraspol, où t'as une pépite, une équipe qui s'en est pas. J'allais continuer là-dessus. Puristes, quoi, tu vois. Si tu veux t'adresser à un grand public, quand tu vois la forme des gros, moi quand j'ai vu le Barça là, dans cette phase de poule, on aurait dit que c'est un renard à qui j'ai tiré 2 balles, une dans le ventre et une dans les jambes. J'allais continuer là-dessus, j'allais continuer sur le fait que depuis quelques années aussi, on a un schéma qui se dessine avec un 8. Composé des grosses écuries européennes. Et je suis un petit peu, je suis encore jeune, je vous dirais, mais je suis un peu nostalgique aussi de ces années où Malaga faisait des performances, arrivait en quart, où Leicester faisait aussi ses premiers quarts, Monaco qui faisait demi-finaliste. Et à l'époque, on parlait vraiment des petites équipes, quoi. Et j'ai l'impression que depuis 3-4 saisons, là, il y a une domination assise. Est-ce que tu mets le PSG dans les 8 excuse-moi, mais c'est vrai que finalement, j'ai l'impression que ça... Alors moi, je trouve qu'il y a aussi peut-être ce côté-là on retrouve tous joueurs un peu les mêmes, mais est-ce qu'on n'a pas toujours un peu retrouvé toujours les mêmes, parce que quand tu prends sur la fin de course, je suis d'accord, les marathoniens c'est les grands clubs, mais dès le début des phases finales t'as quand même envie moi je te parle vraiment en sortie des phases de groupe. Maintenant, quand tu as un tirage qui tombe Ligue des Champions, les deux que tu mets en 1 et 2 qui vont aller en phase finale, tu pourrais faire une liste vraiment simple de qui est dans la hiérarchie européenne ou de niveau du moment. J'ai envie de te dire que dans 98% des cas, j'ai l'impression que depuis 3-4 ans, tu te trompes pas beaucoup. Ouais, je sais pas si... Cette année, il y a eu un groupe de la mort, qui ne s'est pas du tout avéré groupe de la mort pour Liverpool. T'as vu les résultats, peau cassée. Mais je sais pas, Sophie, sur les petits clubs. J'ai envie Sophie, de dire, avant nos week-ends à thème, là, qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Non, mais c'était plus sur moi, je me posais la question, quoi, sur des clubs qui sont pas les plus gros financièrement, les plus gros statistiquement. C'est une question économique, tout ça, en fait. Mais c'est vrai que moi, ça me désole un peu de pas les voir. De pas avoir des doubles confrontations où tu dis, lui... Dans ce cas-là, il faudrait faire quoi? Il faudrait imposer une règle économique, ou... Non, pas jusque-là. Non, quand même pas. Mais tiens, toi qui regardes le foot depuis cette année, qu'est-ce que t'en penses? Tu regardes un peu la LDC vite fait, dans le peu de matchs que t'as regardé. T'as regardé la LDC? Non. La Ligue des Champions. Si, PSG Real. Oui. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé du niveau? Bon, là, PSG Real, c'est un peu biaisé, mais... Bah oui, forcément. Qu'est-ce que t'en as pensé? Je sais pas, toi, tu te dis, là, quand je te dis Ligue des Champions, t'as envie de regarder par rapport à la Ligue 1, c'est un peu caricatural, mais... Bah, je me dis, oui, ça me donne envie de regarder, parce que je sais que c'est des grosses équipes, et donc qu'il va y avoir du jeu. Ouais. C'est ça, alors que, par exemple, Coupe de France, ça me donne moins envie de regarder, des petites équipes... Ça, c'est... Bon, je suis rassuré, il y a encore ce prestige de la LDC quand même, pour ceux qui regardent très peu le foot, mais c'est vrai que cette année, waouh. Et finalement, tu vois, est-ce que tu accroches vraiment
avec le jeu que tu proposes, est-ce que tu accroches vraiment tes spectateurs derrière des matchs de Ligue des Champions? Après, Un peu moins aussi. Moi, j'ai envie de te dire- l'impression un peu moins que moi, j'ai envie de te dire qu'avant, aussi, ça nous tend une perche et on va y arriver un jour et il faut pas se voiler la face. Il y aura pour finir une réforme de la Ligue des Champions à venir. Hein, Oui, Non, dans mais, la saison non, mais de- Adrien, faut le dire, dans 2-3 ans, il y a une Super League. Oui. Il y a une Super League. Il y a une Super League avec. Mais d'abord, on va rester sur la Ligue des Champions. Ouais, ouais, Tu- bien on- sûr. le Super Mais League, c'est la on- Super League, Ligue on- des Champions. Super Oui. League des Champions, si Voilà. tu veux. Donc en tout cas, je voulais finir là-dessus, C'est- qu'il va y avoir aussi une réforme à venir, et puis qu'on finisse, là il reste 10 secondes, si vous avez un favori cette année. Comme tous les ans, Bayern. City Bayern. Hein. Ouais, City Bayern en finale, là-bas. Vite. Liverpool. Liverpool, ok, et Sophie. Moi, j'aimerais bien le Real. Allez, Real. Ça, Allez, il y a pourquoi pas. Benzébut là-bas. Et on va finir donc là-dessus. Bah, merci à vous trois. Hein, merci pour ce soir, c'est passé encore très vite. Merci à vous qui nous écoutez peut-être encore, campusiens, campusiennes. Et on se retrouve la semaine prochaine, du coup, avec un petit duplex de Pavel. En sûrement. duplex, au Play-in Challenger de Lille. Certainement. Et puis, moi, d'ici là, je vous dis, sportez-vous bien. Ciao tout le monde. Ciao, bonne Bonne soirée. soirée. Bisous. Ah.